Bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un grand plaisir d'être présent ici dans le cadre de ce forum des leaders du Sénégal, Forum LeadSen, pour modérer un panel qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, mais aussi de la durabilité. Depuis tout à l'heure, les panels tournent autour du PTP. On parle également de la souveraineté alimentaire ou bien la transformation industrielle. Et récemment, on a parlé du panel autour des ressources minières. Et je pense que ce serait un grand erreur pour aujourd'hui, là où on en est au Sénégal, d'organiser des forums sans pour autant parler de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat joue un rôle très important dans la transformation économique et sociale de nos pays. C'est avec un grand plaisir que j'anime ce panel autour du thématique Entreprendre autrement, femmes, jeunes et durabilité dans la nouvelle économie africaine. L'Afrique, c'est 500 millions de jeunes. Le Sénégal en particulier, 75% de la population a moins de 35 ans. 50% de la population a moins de 19 ans. Donc aujourd'hui, et pour ne pas oublier, 49% de la population sont des femmes. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important de voir comment, dans le cadre d'un entrepreneuriat inclusif, on peut permettre à tout le monde de participer au développement économique et social. Et dans ce panel, nous allons parler de 4 axes. L'entrepreneuriat inclusif, l'innovation et la durabilité, le leadership, mais aussi le rôle des politiques publiques et privées dans la favorisation de l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Un panel que je partage avec des experts dans leur domaine. Je veux citer M. Elhadji Malick Soumaré. Je veux aussi citer Mme Yasmine Sy Sarr, mais aussi Mme Khadija Touré, spécialiste en investissement. Donc, M. Touré aussi, M. Soumaré aussi est un spécialiste en investissement. Mme Yasmine Sy est directrice académique et stratégique à la SUPDECO. Et Mme Khadija Touré est aussi spécialiste en investissement, mais vous êtes au ministère de la communication et télécommunication. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'en vais au CV des questions sur lesquelles nous allons débattre avec beaucoup de pragmatisme parce qu'il me semble que nous n'avons qu'une heure et il nous faudrait revenir sur beaucoup de points très importants. Dans le cadre de l'entrepreneuriat inclusif, j'aimerais savoir, M. Soumaré, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comprenez par entrepreneuriat inclusif et quelles sont les observations que vous faites dans les politiques publiques à l'endroit de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal? Merci. Je me permettrai peut-être de commencer par remercier les initiateurs de ce forum, LeadSen, en la personne de Mamadou Diagne. Toutes nos félicitations et nos encouragements. C'est un grand honneur pour moi de partager ce panel avec des femmes. C'est important de le dire parce qu'on est en train de parler d'entrepreneuriat inclusif et partager ce panel-là avec des femmes. Déjà, je pense que c'est un bon début pour parler de ce sujet-là qui est l'inclusion, ce qui n'est pas péjoratif. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat inclusif, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'inclusion dans l'entrepreneuriat à différents niveaux. Sur le côté genre, aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure en donnant l'exemple des statistiques. Au Sénégal, nous avons 49% de femmes. Et quand on regarde la population active, est-ce que nous avons 49% de femmes actives? Aujourd'hui, quand on parle de l'inclusion dans l'entrepreneuriat, se basant sur ce pourcentage que vous avez donné, côté population du Sénégal, il faudrait nécessairement donc qu'on puisse retrouver
le même pourcentage de femmes actives dans tous les secteurs d'activité. Donc, je sais qu'on est un peu coincé par le temps, mais j'aurais bien peut-être axé mon intervention sur 5 petits points, très très rapidement, avant de vous redonner la parole, monsieur le modérateur. Je pense qu'il est important aujourd'hui de comprendre l'entrepreneuriat inclusif déjà dans le contexte africain, où il s'agit d'intégrer les populations qu'on peut assimiler aux populations à la base de la pyramide. Donc ce sont les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui habitent dans les zones reculées, dans les zones rurales, les personnes en situation de handicap, d'accord, et toute cette frange de la population qui se trouve exclue de toutes les politiques publiques, des politiques économiques et sociales, et qui se sentent obligés de devoir s'adonner à des pratiques au risque de leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une problématique, c'est un fléau qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Et c'est important, je pense, de poser le débat sur cette base-là. Et aujourd'hui, le pourquoi de l'entrepreneuriat inclusif au Sénégal. Donc, on parle ces derniers temps, je pense que c'est assez... c'est la tendance, j'allais dire. On parle d'entrepreneuriat inclusif tout simplement parce que nous avons tous un objectif commun, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les autres pays, c'est un objectif de réduction de la pauvreté et des inégalités de revenus. Et pour cela, naturellement, il y a différents indicateurs. Donc, réduction de la pauvreté, donc, par la création de l'emploi, d'accord, et par la création de l'emploi, la diversification et la résilience économique, n'est-ce pas, des différents agents, que ce soit les individus, que ce soit leurs organisations. Et derrière, en définitive, alors, pour créer de l'impact, donc de l'impact social et un développement communautaire. Il y a, quand on avance un peu sur le sujet, ce que l'on peut assimiler à des opportunités et des éléments moteurs. D'accord ? Aujourd'hui au Sénégal, dans un pays comme le Sénégal, on parle beaucoup de la transformation numérique. Qui parle de transformation numérique parle donc d'inclusion digitale. Aujourd'hui, grâce au mobile money, c'est des sujets sur lesquels je n'ose pas avoir déjà dans ce panel-là et balancer là-dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est la voie légitime pour parler de ces choses. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on parle de l'inclusion dans l'entrepreneuriat, l'avancée du mobile money, de tout ce qui est lié aux opérateurs de téléphonie qui ont développé des wallets pour faciliter les transactions financières, ou bien même des structures qui, à leur niveau, ont créé aussi des wallets pour permettre aux populations, n'importe où elles peuvent se situer, que ce soit à Dakar ou à Kédougou, de pouvoir disposer de moyens digitaux pour pouvoir transactionner. Donc je pense que ça, c'est un élément assez important. Donc, autre chose, au Sénégal, aujourd'hui, on s'amuse un peu à regarder les secteurs. Donc, il y a un secteur qui est le secteur de l'artisanat, qui, en termes aussi d'activité, catalyse ou polarise beaucoup d'emplois, que ce soit chez les jeunes ou bien chez les femmes. Quand on va à Gaïméré, quand on va dans beaucoup d'autres pays, enfin, beaucoup d'autres régions, j'allais dire, le secteur de l'artisanat polarise beaucoup d'emplois informels. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles, effectivement, il serait important que l'État, on parlait tout à l'heure des décisionnaires sur le plan public, de voir comment est-ce qu'on organise tout cela de sorte à rendre ces emplois-là des emplois dignes et valorisants pour les femmes et les jeunes qui sont dans ces secteurs-là. Peut-être aller un peu vite et sauter peut-être quelques points. On ne peut pas parler aujourd'hui de l'inclusion dans l'entrepreneuriat sans parler des défis. Aujourd'hui, le grand défi, il est difficile de parler de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes sans souligner le problème de l'accès au financement. Donc aujourd'hui, tout entrepreneur, naturellement, on parle là des femmes, des personnes en situation de handicap, des jeunes. L'un des freins auxquels ils font face, c'est le problème de l'accès au financement. Mais ça a une raison profonde. Et cette raison profonde, c'est parce qu'il y a un écart de compétences. Voilà. Donc aujourd'hui, il est impératif, quand on travaille sur des programmes pour booster l'inclusion dans l'entrepreneuriat des femmes, enfin l'inclusion de manière générale, j'allais dire, dans l'entrepreneuriat, il faut des programmes adaptés de formation sur les aspects techniques nécessaires pour développer une activité dans un secteur donné, mais aussi
sur des aspects soft, donc d'entrepreneuriat, de formation, de gestion, etc. Parce que aussi c'est important quand on veut gérer une entreprise. L'environnement réglementaire, c'était un de mes points, mais j'en parle pas, Khadija est là encore une fois. Mais j'aimerais aussi effectivement qu'on parle d'un point qui est saillant, le problème d'accès à la terre. J'ai travaillé dans des programmes où aujourd'hui l'une des plus grosses problématiques pour les femmes, dont la majorité sont dans des activités ou bien même dans l'agriculture ou des activités dans le secteur de l'agriculture, et ce que les femmes vous disent, c'est que nous avons d'énormes problèmes pour accéder à la terre. Tout simplement parce qu'elles sont tout simplement exclues. Aujourd'hui, quand on prend un secteur comme l'anacarde, vous pouvez voir les femmes très actives dans la transformation de l'anacarde, mais malheureusement, dans tout ce qui est production, elles ne servent que de main-d'œuvre. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut chercher à solutionner par l'initiative privée, le programme des bailleurs, mais aussi voir comment est-ce que l'État peut appuyer sur ces questions-là. Un dernier point, peut-être sur des stratégies favoriser l'emploi inclusif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le développement d'écosystèmes robustes, conjointement entre le secteur privé et l'appui de l'État dans l'encadrement de tout ça, je pense que c'est un point important. Donc, les programmes de soutien, quand on a un environnement propice, un environnement favorable à l'installation de programmes de bailleurs ou bien en tout cas d'initiatives privées, je pense que ça peut beaucoup aider l'État dans ses ambitions de créer un équilibre dans l'entrepreneuriat. Et derrière aussi sur des questions de promouvoir l'éducation à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat, c'est devenu une tendance. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour que les gens soient sensibilisés sur l'importance de l'entrepreneuriat et à partir de quand? Quand on regarde un peu les statistiques, bien vrai qu'elles datent de bientôt 10 ans, on parle que le Sénégal produit chaque année 300 000 diplômés, avec seulement 30%, ou bien 10% de cela, donc 30 000 emplois que le secteur public comme privé peut absorber comme emploi. Donc on se retrouve chaque année avec 270 000 diplômés. N'est-ce pas? Qui ne peut pas avoir d'emploi? Qu'est-ce qu'on fait de cela? Tout le monde est en train de dire, oui, c'est l'entrepreneuriat la solution, mais d'accord, on s'arrête à le dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Donc je pense qu'il y a une volonté énorme, donc politique, publique, j'allais dire, pour pouvoir aider à résorber ces gaps-là et à régler ces problèmes. Je ne veux pas être beaucoup plus long que ça, je vais m'arrêter là pour le moment, et peut-être dans un deuxième tour de questions-réponses, on pourra apporter plus de détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Soumaré. Je note beaucoup de points dans votre intervention, notamment l'inclusion digitale. Peut-être que nous allons revenir avec Mme Touré. Mais je veux rebondir sur un point très important que vous avez souligné. C'est l'entrepreneuriat est devenu une tendance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous l'insérons dans la formation de nos étudiants, de nos élèves et tout? Et c'est la raison pour laquelle je posais cette question à Mme Yasmine Sissar, qui est dans le domaine de la formation. Quelle place occupe la formation dans l'autonomisation des femmes, mais aussi dans le développement du leadership féminin? Très bien. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ITSEN à travers M. Mamadou Dia et le féliciter pour cette belle initiative. Un beau cadre de réflexion autour de sujets cruciaux pour notre Sénégal et notre Afrique. Féliciter aussi le parrain, M. Sarro, qui est toujours ouvert à accompagner les jeunes, je peux en témoigner, à travers nos étudiants, plusieurs étudiants qui se font mentorer par M. Sarro. Merci pour ton impact, Lansani. Saluer aussi M. Ba, dans la salle, Babacar, qui lui aussi transmet. Ambassadeur Babacar Ba, qui a été directeur de la diplomatie économique au sein du ministère des Affaires étrangères. Et donc merci aussi pour ce que tu fais pour la jeunesse. Saluer l'assistance, saluer mes copanélistes, Soumaré qui est, je dirais, est-ce que je dirais jeune Soumaré? Je ne sais plus. Qui est un diplômé de Subdeco, une fierté pour nous, qui impacte aussi dans l'écosystème entrepreneurial, qui a beaucoup fait, qui est sur le terrain. Et je te félicite de ton courage.
à continuer à impacter notre Sénégal et notre Afrique. Saluer aussi Madame Diong, qui je découvre aussi est épouse d'un de nos diplômés, qui lui aussi a beaucoup fait pour la distribution en Afrique. Et bien sûr, M. Ndiaye, que je viens de rencontrer, mais que je vois aussi sur les réseaux, très jeune, mais très dynamique. Sans plus tarder, je vais rebondir à cette question. Je suis très heureuse d'être aussi dans cette dynamique de réflexion collective autour de l'entrepreneuriat. Un sujet, je pense aussi, je dirais, avec ma casquette de dirigeante d'enseignement supérieur, enseignante aussi, galvaudée, qui peut être aussi pour nos politiques publiques une réponse. Donc c'est devenu un sujet ces 15 dernières années qui a été, je dirais, on en a beaucoup parlé, des actions, des politiques publiques, privées, des initiatives privées qui ont été mises en place pour développer l'entrepreneuriat, en tout cas l'esprit entrepreneurial pour notre jeunesse. La jeunesse mondiale, hein, mais autant, beaucoup plus pour la jeunesse africaine. Pour juste rebondir hein, pour ce que tu as dit, Mamadou, oui, 60% de la jeunesse africaine a moins de 25 ans. Les dernières statistiques de la BAD, 2023, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Et je ne reviendrai pas aussi sur les dernières statistiques de l'ANSD. À peu près 60% de la population sénégalaise a moins de 19 ans. Donc, c'est un sujet central. Nous, comment aujourd'hui, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, technique, professionnel, on y répond? C'est d'abord à travers la formation. Donc, formation, la transformation en profondeur de nos curricula, adaptés pour pouvoir susciter des vocations entrepreneuriales. On ne forme pas à l'entrepreneuriat, mais on suscite des vocations entrepreneuriales par, bien entendu, la formation, en donnant les outils aux jeunes qui intègrent nos institutions, que ce soit l'université, que ce soit les grandes écoles, que ce soit les instituts professionnels et techniques. C'est dès le départ. Si je prends un peu notre exemple au sein du groupe Subdogo, à peu près une douzaine d'années, on a créé un incubateur, tout d'abord, pour accompagner des idées d'entreprise. Parce que souvent, on pense qu'on vient avec une idée, on doit la construire, on doit la nourrir avant de pouvoir en faire un projet d'entreprise. Donc cet incubateur a accompagné des centaines d'entreprises pépites. On peut être fier d'avoir eu quelques entreprises qui en sont sorties et qui sont aujourd'hui sur la place et qui ont eu à avoir un impact dans leurs différents secteurs, soit dans l'agro, que ce soit dans le numérique, dans aussi d'autres secteurs, la logistique. Au-delà de ça, donc déjà la création de centres d'innovation, un incubateur pour accompagner à la structuration de ces idées de projet. Il y a à peu près une dizaine d'années aussi, ce qu'on a fait, c'est d'intégrer dans nos curricula très tôt des cours et des ateliers autour de la création d'entreprise. Surtout en faire un fil conducteur, parce que souvent, mettre en place juste des sessions, des séminaires techniques ne permettent pas forcément de donner tous les outils. Donc dès la première année, dès que les étudiants arrivent, ils sont déjà mis sur... ils sont déjà, je dirais, mis devant la création d'entreprise, donc par des cours d'initiation. En deuxième année, pareil, on passe à une seconde étape sur les différents secteurs porteurs, parce que c'est aussi une vraie problématique. Comment aujourd'hui accompagner les jeunes à entreprendre dans des secteurs porteurs. Beaucoup de jeunes arrivent avec des idées de projet, mais qui quelquefois existent, et comment aujourd'hui en faire un projet à création de valeur pour répondre à des problématiques que nous vivons. En troisième étape, bien entendu, c'est l'élaboration du business plan et tout ce qui va avec, pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir aussi un business model. Parce que c'est ça le plus important. Comment aujourd'hui, en créant une entreprise, avoir un business model bancable. Donc tout au long du parcours, ils sont accompagnés. Et c'est un parcours qui est assez sinueux, parce que seuls ceux qui sont endurants,
ils survivent. Parce que la vraie problématique d'un incubateur d'entreprise, d'université ou d'école, pardon, c'est le fait de maintenir le rythme pour que l'étudiant puisse à la fin pouvoir vraiment créer son entreprise. Parce qu'au cours de toute cette formation, il y a des aptitudes entrepreneuriales qui sont prisées par les entreprises. Donc les entreprises les recrutent et à partir de là, l'étudiant peut, au cours de ce cursus, se dire bon, finalement, j'ai un très bon poste dans une entreprise, donc je préfère mettre en stand-by mon projet d'entreprise. Donc au-delà de ça, voilà ce qu'on met en place sur ce volet formation. Donc au-delà de ça, Soumaré l'a dit tout à l'heure, ce sont les aptitudes comportementales. Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je dirais, en mon sens, il y a à peu près 50% d'aptitudes comportementales à développer tout au long et à mûrir et à développer surtout. Donc quand je parle d'aptitudes comportementales, c'est la volonté, c'est je dirais la rigueur, la discipline, pouvoir se vendre, pouvoir vendre son projet, et pouvoir être entrepreneur, bien entendu, aller chercher les opportunités, être force de proposition, mais surtout être endurant et croire en son projet. Donc ça, c'est des aptitudes qu'on développe tout au long par notre vie associative au sein de l'école, où les étudiants sont amenés à avoir des micro-projets, à aller chercher des sponsors, à aller chercher des bailleurs, etc., pour pouvoir, sur des micro-projets. Donc tout cela va renforcer, va muscler leur projet d'entreprise et pouvoir adapter à cet esprit entrepreneurial. Dernier point, donc vous avez posé la question sur l'inclusion. Alors sur l'inclusion, bien entendu, je ne reviendrai pas sur les statistiques que Soumaré a citées tout à l'heure, sur le fait que oui, on a peu de femmes. Aujourd'hui, même au sein de l'école, on a de plus en plus, et naturellement, notre Sénégal et l'Afrique, les femmes sont entrepreneurs, naturellement. C'est vraiment, on a vu autour de nous, on le voit, on a grandi dans cet environnement où la plupart des femmes ont cet esprit entrepreneurial. Mais comment aller jusqu'au bout d'un entrepreneuriat formel? C'est ça la problématique. Nous sommes dans une école où nous pouvons faire la prôner que l'entrepreneuriat formel, parce que généralement, au-delà de l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat formel, on les accompagne à pouvoir structurer, mais aussi à lever des fonds. Parce que l'argent, je dirais, n'est pas le pilier même. Un entrepreneur peut démarrer avec 0 francs. C'est ce qu'on donne comme conseil. L'argent ne doit pas être le moteur, c'est le projet d'entreprise, c'est l'idée d'entreprise qui doit être le moteur. Mais au-delà de ça, l'argent, les fonds, le financement est le nerf de la guerre pour aller à une échelle autre que cette idée d'entreprise. Donc oui, sur l'aspect inclusion, ce que nous mettons en place, c'est qu'il y a un élément important que j'aimerais souligner, c'est le mentorat. Le mentorat est extrêmement important. Il ne doit pas être un mentorat juste de transmission, il doit être un mentorat d'accompagnement. Le mentorat se fait, on a des modèles de réussite entrepreneuriale qui viennent échanger. Souvent, c'est des publics d'entrepreneurs qui sont à des phases de levée de fonds millions, milliards, mais derrière ça,